Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les résultats semestriels de groupe Guillain qui ont été publiés hier soir à la clôture du marché. On est donc le 20 octobre, un jour après cette publication, à la clôture du marché. Et donc, on va essayer de regarder un peu ces résultats, mais on va nuancer tout ça parce qu'on a un projet de régulation des emballages et des déchets d'emballage par l'Union européenne qui va être voté là durant octobre et novembre au Parlement européen à Bruxelles, et ce qui pourrait impacter très très fortement l'activité de Guillain, qui est, pour le rappel, plus axée sur des emballages en plastique à usage unique, même s'ils font des emballages en carton, des emballages réutilisables en plastique, ils sont vraiment plus axés sur des emballages uniques en plastique, et ça pourrait impacter quand même fortement les résultats de Guillain. Donc, tout d'abord, on va regarder un peu ce qui s'est passé donc sur ce premier semestre. Et le marché a été surpris, et moi aussi. Pour tout vous dire, à la clôture, on est à plus 3,8%. Donc, dans un marché qui jette en fait toutes les small caps au niveau des publications de résultats. Si elles déçoivent un peu, ou en fait, on ne sait pas s'il y a des baisses très très fortes comme sur Obey, où on pense que les publications sont dans les cours, et au niveau du jour de la publication où elle déçoit un petit peu, c'est vrai, on lâche moins 15%, moins 9, moins 15%. Et ici, en fait, c'est assez une agréable surprise. En fait, on est à plus 3,80. Bon, c'est pas non plus plus 15, mais la publication a été plutôt bien appréciée par le marché et a surpris la plupart des analystes. Et moi aussi, ça m'a également surpris. Donc, on va revenir dessus. Donc, pour le chiffre d'affaires, il est en augmentation par rapport au S1 2022 de 3,2%. Je tablais pour plus de 10%, donc j'étais un peu à côté de la plaque en comprenant les acquisitions, mais j'étais sans compter les acquisitions, j'étais à plus 5% de chiffre d'affaires, donc on est plutôt pas mal. Si vous voulez aller voir ma vidéo d'ailleurs sur l'analyse de Guillain, je vous ai fait les valos, tout ça. Et je vous mettrai la vidéo juste ici sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer avant de voir cette analyse de résultats semestriels de Guillain. Donc ici, j'avais mis effectivement une croissance de 10,2%. J'étais un peu à côté de la plaque. Donc on compte juste... ouais, en fait, c'est à peu près ça quand même, hein. C'est à peu près ce que j'avais mis, 436 plus 21, à peu près 5% de croissance organique, quoi. Avec moins 5 en volume et 10 en prix. C'est ce que je pensais et c'est à peu près ce qui s'est passé. Voilà, un peu moins que ça quand même. Bref, on passe aux résultats opérationnels. Effet de levier très très fort, des très très bonnes hausses de prix qui ont été passées aux clients, plus 52,3%. D'ailleurs, on voit ils ont copié-collé. Ah non, c'est mon écran qui bug. Voilà. Donc, effet de levier avec une hausse avec une baisse des intrants, du prix des intrants et de l'énergie, et une hausse passée aux clients, on a un résultat opérationnel qui explose à la hausse, plus 52,3%. Résultat net, c'est pareil, 61,8%. Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net, plus 36,5%, c'est vraiment pas mal. Et là, ce qui m'a vraiment très très bien surpris, c'est l'endettement net qui est passé de 103,9 millions d'euros à 72,2 millions d'euros. Donc si on fait un petit calcul ici, donc 103,9 moins 72,2. Donc ça nous donne vraiment un désendettement de 31,7 millions, sachant qu'on a eu un versement de dividendes même de 14,8 millions d'euros à peu près sur ce premier semestre. Donc franchement, c'est un désendettement de dingue, sachant que oui, on aurait pu avoir 45, presque 45 millions d'euros de baisse de l'endettement net si on n'avait pas versé de dividendes. Mais bon, c'est pas la politique de l'entreprise et le dividende ne me dérange pas. Mais voilà. Donc le gearing, il est forcément en baisse à 0,13% contre 0,21 à la fin du premier semestre 2022, l'année dernière. Et enfin, une trésorerie qui s'élève à 70,7 millions d'euros contre 27,9 millions d'euros. Donc ici, la trésorerie, c'est vraiment ce qu'ils ont sans compter les dettes, hein. Donc en endettement net, ils ont 72,2 millions d'euros de dettes avec la trésorerie qui est diminuée, qui est soustraite. Donc ensuite, on se retrouve ici.
Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, Guy? Ils nous ont dit que le produit des activités ordinaires, il s'élève à 450 millions d'euros en hausse de 3,2% par rapport au premier semestre 2022, à périmètre constant. Donc, on rappelle que Guillain, en fait, ils ont acheté 90% de CS Paper, donc ça a été fait en septembre 2022, et 100% de la société irlandaise Celtic Sales en novembre 2022. Donc là, on est sur un cartonnier italien pour les fruits et légumes, et ici, on est sur un distributeur d'emballage, un simple distributeur d'emballage de Guillain et d'autres concurrents, mais je ne sais plus leur nom. C'est vrai, je l'ai dit dans mon analyse fondamentale, mais je me souviens plus de leur nom. Bref. Donc, à périmètre constant, on a une diminution du chiffre d'affaires de 1,5% et moins 1% à taux de change et périmètre constant. Donc, on a un effet change encore en plus négatif de 0,5%. C'est sûrement dû à, en fait, la partie du chiffre d'affaires qui est faite en Angleterre. On a eu sûrement une petite appréciation de l'euro par rapport à la livre sterling. Bref. Le secteur emballage affiche un PAO donc de 430 millions d'euros en hausse de 4%. Moins 0,9% hors acquisition réalisée en 2022. Et le secteur matériel, comme vous savez, on a également un secteur matériel qui est peu important dans les résultats, mais qui est quand même présent. Je vous laisse aller voir encore une fois mon analyse fondamentale. Donc, le secteur matériel présente un PAO de 20 millions d'euros contre 22,7 au S1 2022, soit une baisse de 12,1%. Donc, c'est quand même significatif, mais vu que il y a 430 vs 20 millions d'euros, ça a un impact léger sur la performance du groupe. Au niveau du résultat opérationnel, il s'élève à 49,1 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros au premier semestre 2022, en amélioration de 52,3%. La baisse des matières premières, donc ici au niveau, on parle bien sûr des intrants parce que le plastique c'est du pétrole et également tout ce qui est des autres matières premières, le carton, le papier, la pulpe, donc pour les autres activités. Donc on a une belle baisse des matières premières sur ce premier semestre, un coût d'énergie plus faible qu'en 2022, qui ont permis au groupe. Donc, coût d'énergie plus faible. Je rappelle que Guillain, ils utilisent pour faire tourner leur usine 94% d'énergie qui est de l'électricité. Et on a vu ici chez Steph au premier semestre 2022 une baisse en fait de 36% du coût d'électricité. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je mets ici 36%. Ici, est-ce que je l'ai retrouvé? Voilà. Une baisse de 36% chez Steph, donc qui est assez énergivore également en électricité sur le premier semestre. Donc j'avais prévu quand même une belle baisse de l'électricité, sachant que ça avait doublé sur l'exercice 2022 les prix de l'électricité pour Guillain et les coûts énergétiques. Donc c'était assez énorme. Et ici on avait vraiment un effet de base énorme et donc forcément une petite baisse des coûts d'énergie. Ça permet au groupe de reconstituer leur marge. Donc voilà, on permis au groupe de reconstituer dans une certaine mesure ses marges opérationnelles qui avaient été fortement impactées en 2022. Au premier semestre 2023, l'inflation générale en Europe a continué à peser sur les coûts de production, notamment les coûts salariaux. Donc les hausses des salaires sont encore d'actualité en ce moment. Ces fortes augmentations étant difficilement absorbables à court terme par des actions de productivité industrielle. Donc voilà, on a encore une inflation qui est tirée ici principalement par les salaires, comme ils le disent, et à court terme, ils ne peuvent pas vraiment répercuter cela aux clients. Grâce à une gestion rigoureuse, le groupe réalise une bonne performance financière avec un résultat net semestriel qui s'élève à 38,1 millions d'euros en hausse de 61,8%. Donc ça, c'est assez énorme. Je ne sais plus si on avait des retraitements comptables sur l'année dernière, parce que je sais que on avait une activité en Allemagne qui était déficitaire et du coup on avait retraité comptablement des pertes. Et donc ici, est-ce que y a eu un impact au S1 2022 qui n'a pas été présent au S1 2023? C'est la question. Bref, la capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net s'élève à 57,9 millions d'euros et représente 12,9% du produit des activités ordinaires. Ça, c'est à mettre en exergue avec le besoin en fonds de roulement. Il faut mettre en lien le besoin en fonds de roulement ici, mais c'est une très très belle performance à 12,9% de capacité d'autofinancement, c'est vraiment énorme. Donc ensuite, l'endettement net consolidé s'établit à 72,2 millions d'euros en baisse de 31,7 millions d'euros par rapport au 30 juin 2022. Le gearing est de 0,13 contre 0,21 au 30 juin 2022. Les investissements du groupe dans son outil industriel s'élèvent à 13,5 millions d'euros au premier semestre 2023. Donc ça, c'est quand même une bonne perf, on investit toujours, on est toujours assez confiant dans l'avenir, mais
comme je l'ai dit, attention à ce texte de loi, cette régulation européenne. Même si la tendance a ralenti, l'inflation en Europe est restée forte, ce qui a pesé sur la consommation des ménages au premier semestre 2023, notamment sur les produits alimentaires, avec pour conséquence, pour le groupe, une baisse des volumes sur l'ensemble de ses activités. Donc, on va être assez vigilant sur le S2 aux baisses des volumes, même si je pense qu'elle sera toujours présente, cette baisse des volumes. Donc, les prix de l'énergie, les prix élevés de l'énergie qui avaient largement contribué à générer de l'inflation en 2022 ont également baissé au premier semestre, sans cependant revenir au niveau historique des dernières années. La forte baisse du coût du fret maritime a conduit à favoriser l'entrée de produits asiatiques sur le marché européen, ceci bénéficiant à la fois de prix matières premières plus avantageux et de coûts de production très faibles. Donc là, concurrence, on va regarder un peu si les parts de marché diminuent, et c'est un point d'attention également qu'on peut regarder ici. Si les marges baissent très très fortement, on pensera que les parts de marché ont diminué, même si la société ne communique pas sur ses parts de marché, c'est dommage. Face à cette concurrence, le groupe a continué à s'appuyer sur son savoir-faire unique. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Sa largeur de gamme incomparable. Ça, c'est vraiment un point fort chez Guillain, mais surtout sur ses unités de production exclusivement européennes répondant aux enjeux environnementaux et aux critères les plus rigoureux en matière de sécurité alimentaire et de recyclabilité. Donc 100% des emballages de chez Guillain sont recyclables. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que des produits qui sont faits tout proche des usines industrielles françaises, donc de l'industrie agroalimentaire, c'est mieux que des produits asiatiques qui sont venus en bateau, même si on a des coûts plus forts de production, forcément des coûts plus élevés de production et des matières premières plus fortes parce qu'ils sont sûrement fournis à l'énergie ukrainienne, donc à l'énergie russe, pardon. Donc c'est forcément moins cher, je pense. Rappelons que le conflit en Ukraine n'a pas d'impact direct sur le groupe, aucun site en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie. Donc les conséquences économiques qui sont liées continuent à avoir des effets indirects en raison des sanctions internationales, notamment liées au pétrole et au gaz, prix des matières premières, de l'énergie. L'inflation qui reste élevée en Europe pourrait continuer à peser sur la consommation des produits alimentaires des ménages et donc sur les ventes d'emballage du groupe. Donc si vous allez voir la vidéo de Veinvest que je dois commenter d'ailleurs, il a dit qu'il avait discuté avec un employé de Steph, donc un routier de chez Steph en fait qui fait des livraisons et qui dit que il livre beaucoup moins et donc que la conso alimentaire en France et en Europe elle diminue quand même pas mal à court terme et donc ça impacte à court terme donc ces volumes et cette inflation et donc les ventes d'emballage pour Guillain, les ventes pour Steph, les ventes pour Veralia, toute la consommation discrétionnaire liée à l'alimentation. Il est difficile de prévoir les coûts des matières premières et de l'énergie dans l'environnement économique et politique mondial actuel, toujours très incertain, y compris en raison du conflit au Proche-Orient qui a débuté le 7 octobre 2023. Le résultat 2023 du groupe sera très sensible à tous ces facteurs. En 2023, le groupe est engagé à poursuivre ses efforts en termes de productivité industrielle et de sobriété énergétique, mais également d'innovation pour proposer des emballages alimentaires toujours plus vertueux. J'ai eu un retour ici pour dire qu'en fait, les clients de Guillain, ils ont vu que les prix des matières premières avaient fortement diminué sur ce premier semestre 2023 et ils veulent en fait que Guillain répercute ces baisses dans les prix des produits et ce qui pourrait sur le S2 avoir en fait un impact négatif sur les résultats. Donc avoir une marge ici qui est extrêmement haute, ici à 10,7% de marge opérationnelle et avoir une rediminution ensuite au S2. J'espère que Guillain peut bien négocier, essayer de faire des choses, mais on ne peut pas négliger cet impact que les clients en fait ils redemandent des baisses de prix, alors que les matières premières et les intrants sont de nouveau au plus haut avec le baril de pétrole qui est de nouveau au plus haut, notamment à cause du conflit ici au Proche-Orient. En fait, on a une base de comparaison très défavorable parce que la marge était très forte au S2 2022 et donc on a plusieurs choses qui sont assez négatives à ce niveau-là, très incertaines on va dire. Et vous voyez qu'ici on avait 9,7 de marge opérationnelle courante au S2 2022, donc ça va être, j'espère que ça va être tenable, mais j'espère que ça va pas trop baisser. Mais on était à 7,4 au premier semestre 2022, donc voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc au niveau voilà, je voulais juste vous montrer le PAO là. Donc le prix des intrants, on peut voir qu'il a fortement diminué ici
on a une diminution d'à peu près 30 millions d'euros précisément. Donc 30 millions d'euros en achat de consommé, ça relue vraiment le résultat opérationnel. Ça permet une petite respiration du résultat opérationnel qui était sous pression depuis 2021. Les charges externes, les autres achats et charges externes, elles sont en diminution de 2 millions d'euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Les charges de personnel, elles sont en augmentation de 6 millions d'euros. Donc voilà, on est quand même sous pression sur un an. C'est quand même une belle augmentation ici. Si on fait vite fait ça, on fait 90 divisé par 84 en grossier, hein, on a une augmentation vraiment de 7,1% des charges de personnel, donc c'est quand même non négligeable sur un an. Et ensuite, on va passer vraiment aux autres lignes. Voilà le résultat net, résultat opérationnel qui augmente fortement. Le résultat net par action, il est vraiment pas mal. Vous voyez qu'on est à 2,04 seulement sur le S1 et on était à 2,76 l'année dernière sur l'année complète. Ensuite, les actifs, qu'est-ce qu'on peut voir? On a toujours un goodwill assez important, notamment dû aux acquisitions. On a quand même des immobilisations corporelles en face de ce qu'on a, donc des usines. Donc on a un tangible book value qui est quand même assez élevé sur Guillain. Ensuite, au niveau des stocks, on a réussi à diminuer les stocks en fait. Donc ça, c'est très important également dans cette phase où on se faisait bouffer nos marges. Donc ici, on a une diminution des stocks de à peu près, ça nous fait quoi du 15 millions d'euros, ouais, 14 millions d'euros. Créance client qui augmente de 3 millions d'euros, c'est pas très important. Et on voit la trésorerie qui a bien augmenté par rapport à la fin de l'exercice, par rapport à l'année dernière, à la fin de l'exercice 2022, on est vraiment pas mal. On a augmenté la trésorerie de près de 20 millions d'euros par rapport à la fin 2022 et de plus de 30 millions d'euros par rapport à la fin 2020, au S1 2022, pardon. Ensuite, au niveau ici des passifs, des capitaux propres, donc on n'a pas grand chose à regarder ici, à part que les dettes financières à plus d'un an, elles ont diminué par rapport à la fin de l'exercice 2022, mais augmenté par rapport au S1 2022. Et les dettes financières à moins d'un an, elles ont également diminué, et les dettes fournisseurs également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On avait réussi à mettre un peu de dettes fournisseurs, donc à faire patienter un peu les fournisseurs au niveau des paiements, parce qu'on était quand même sous pression. Ce qui est très intéressant, c'est le BFR ici qu'on va regarder, le besoin en fonds de roulement. Donc ici, vous voyez que la capacité d'autofinancement, elle est très très bonne. Ici, impôt versé. Donc voilà, c'est là. Donc on voit que la variation des stocks nets de dépréciation, en fait, on a déstocké. Et ce qui fait en fait que on a pu augmenter donc notre besoin en fonds de roulement au lieu de le diminuer et d'être en négatif, on a pu l'augmenter par rapport au S1 2022. On était à moins 40 millions d'euros de stock. Donc en fait, on accumulait du stock et là on a vendu du stock. Donc en fait, ça nous a rapporté de l'argent. Donc ça, c'est plutôt positif. Variation des clients nets de dépréciation. Là également, on avait une très forte baisse. Donc un très fort impact au niveau du besoin en fonds de roulement ici, au niveau des variations des clients au S1 2022. On a réussi à réduire cet impact de 30 millions d'euros, donc c'est énorme. Et au niveau des variations de fournisseurs, on a payé nos fournisseurs ici. Donc ici, on avait mis en provision, on avait mis en attente nos fournisseurs, donc ça avait relué le besoin en fonds de roulement de 26 millions d'euros au S1 2022. Et ici, on voit que on a payé, enfin, on commence à payer bien nos fournisseurs et à payer nos dettes fournisseurs. Ça a diminué de 10,5 millions d'euros. Les dettes fournisseurs, ça a diminué donc de 10,5 millions d'euros. Le besoin en fonds de roulement. Et vous voyez que le besoin en fonds de roulement est seulement négatif de 3,9 millions d'euros. Donc, allez, 4 millions d'euros si on arrondit. Alors qu'on avait 47 millions d'euros de négativité du besoin en fonds de roulement, donc pour faire tourner l'activité, que ce soit au S1 2022 ou sur l'activité sur toute l'année 2022. Donc, on a réussi à fonctionner avec les stocks qu'on avait déjà. On a écoulé nos stocks et ça, c'est ce qu'on aime et ce qui a été très, très bénéfique pour le free cash flow ici, qui s'élève sur le semestre à 23,6 millions d'euros. Si on arrondit un tout petit peu, on a fait rouler de la dette, on a eu des nouveaux emprunts pour 16 millions d'euros, remboursement d'emprunts pour 21,356 millions d'euros. Donc on a fait de nouveaux emprunts, mais on a remboursé également pas mal de dettes. Donc finalement, on a diminué la dette. Et comme je vous l'avais dit ici, on a réussi à avoir un free cash flow de 23,6 millions d'euros avec un dividende de 14,8 millions d'euros, donc ce qui est une excellente performance.
Donc voilà, le rocher il devrait de nouveau s'élever. Il faudrait que je le calcule, mais je ne l'ai pas calculé. Et voilà, ici, je vous laisserai aller voir ici, si vous le voulez, donc la proposition de texte de loi sur la régulation, sur le packaging et les comment? Le recyclage des emballages. Donc sur les emballages et le recyclage des emballages. Et je pense que je l'ai passé en transversal. Je pense que en fait, ça parle principalement du plastique, bien sûr. Ici, apparemment, dans le texte de loi, on aurait vraiment une interdiction ici. Où est-ce que je peux retrouver ça? On aurait une interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes inférieurs à 1,5 kg en fruits et légumes frais. Interdiction des emballages en plastique pour des aliments et boissons à remplir et à consommer dans les locaux des hôtels et restaurants. Donc c'est emballage unique, hein, plastique et unique. Donc comme vous le voyez dans les fast-foods, comme je vous ai dit ici dans mon analyse fondamentale. Interdiction des petits emballages hôteliers pour produits cosmétiques, d'hygiène et de toilette. Donc ça va pas impacter Guillain. Et emballage à portion unique ou à portion unique utilisé dans le secteur de la restauration pour condiments, conserves, sauces, crème, café, sucre, épices. Donc ça serait également interdit au niveau du plastique. Mais j'ai pas creusé l'article, donc l'amendement en profondeur, mais c'est ce que j'ai pu voir en transversal. Donc ici, je fais un petit clin d'œil à Mehdi. Donc j'aime bien ce qu'il fait sur en fait la métrique de valorisation qui est la valeur d'entreprise sur EBIT. Et donc je l'ai calculé ici. Donc j'ai repris un peu. Il me l'avait présenté, il m'a montré ça sur Aubet, et sur Guillain. Et là j'aime bien reprendre un petit peu pour faire mes propres calculs ici. Et j'ai repris quand même une grosse partie de sa trame. Donc ici, sur les 12 derniers mois, on a quoi comme chiffre d'affaires? On a 911,4 millions d'euros. Résultat opérationnel courant sur les 12 derniers mois, on a 93,967 millions d'euros. Ça nous donne une marge de ROC de 10,3%. Nombre d'actions qui est de 18 millions d'actions. Donc c'est calculé ici. La dette nette qui a diminué à 72,2 millions d'euros. Donc sur la base d'un cours actuel ici, à 25 euros à la clôture d'hier, on aurait une valeur d'entreprise de 543, si on arrondit, millions d'euros, et une valeur d'entreprise sur ROC de 5,77 contre une moyenne à 6,6 sur une moyenne à 5,6 sur 5 ans et une moyenne à 7,8 sur 10 ans. Donc vous voyez ici qu'on est quand même bien sous-évalué par rapport à la moyenne 5 ans et à la moyenne 10 ans. Et si on moyenne ça, si on fait égal moyenne ici, pour avoir vraiment quelque chose de concret, si on met ces deux valeurs, ça nous donne quoi? Ça nous donne 7,2. Donc on partirait vraiment sur ici une valorisation. Donc à 7 fois la valeur d'entreprise sur EBIT ou sur ROC, ça dépend si vous parlez anglais ou français. Et donc on serait vraiment à 31, donc 31, zut, ça j'aime pas. Voilà. On serait à 31,67 millions d'euros en étant conservateur, même si, voilà, 31,7 millions d'euros nous donne vraiment un potentiel upside au cours actuel de 26,7%, pardon, je suis aberrant dans ce que je dis. Et moi, je serais à faire une moyenne entre ça, en fait, également. Égale moyenne, entre 7 et 8 fois les bits, c'est quand même conservateur. Ça nous donnerait un potentiel upside, entre guillemets, si on fait la moyenne entre le upside à 7 et 8 fois les bits, ça nous donnerait 37% d'upside, même si je reste assez prudent sur l'exercice en cours. La société délivre, j'espère qu'elle va délivrer sur le S2, et j'ai plus d'incertitude sur le S2 que d'incertitude que j'avais pour ce semestre, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Vous avez 100 € offerts avec mon lien si vous ouvrez un compte sur Boursorama. 130 € offerts, pardon, si vous ouvrez en ce moment un compte avec Boursorama. J'utilise Bourse Direct, donc j'en suis très satisfait au niveau du PEA et du PA-PME. C'est un des meilleurs du marché. Le service client est très réactif. Et donc voilà, si ça vous intéresse, prenez les liens dans la description. C'était Invest Academy. Bon, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications, de vous abonner et bien sûr de commenter si ça vous a plu. Ciao, ciao.